y a une dynamique vraiment fascinante dans les textes qu'on va aborder aujourd'hui. Oui, tout à fait. On connaît tous l'importance historique et même théologique de la vote de Rabbi Nathan. C'est un recueil monumental. Un vrai pilier de la littérature antique. Exactement. Mais ce qui nous intéresse, pour notre analyse d'aujourd'hui, c'est pas de refaire un énième cours d'histoire religieuse. Je pense que beaucoup de ceux qui nous écoutent maîtrisent déjà ces bases. Complètement. Ce serait redondant. L'idée, c'est plutôt de l'aborder sous un angle purement psychologique et comportemental. Ok, décortiquons tout ça. Allons-y. Si l'on retire le vernis antique, ce texte se révèle être un véritable manuel de stratégie. Un manuel sur la façon de se comporter en société? Oui, Voilà, comment gérer ses émotions, comment apprendre efficacement, et même, on le verra tout à l'heure, comment survivre à l'effondrement de son propre monde. c'est vraiment l'approche la plus pertinente pour saisir la subtilité de cette œuvre. La vote de Rabbi Nathan, c'est pas qu'une simple compilation de maximes morales, ni une liste de règles doctrinales. Non, c'est beaucoup plus profond que ça. C'est une observation clinique, une observation d'une précision redoutable sur la nature humaine. Avec tous ces paradoxes. Exactement. Les figures historiques citées dans ces pages ont étudié l'humain sous toutes ses coutures, avec ses failles, ses biais cognitifs. Et ce qui frappe vraiment, c'est à quel point les solutions apportées aux crises de cette époque lointaine offrent une grille de lecture très directe pour nos propres défis contemporains. Et c'est exactement ce qu'on va faire aujourd'hui. Pour les personnes qui cherchent des outils concrets pour naviguer dans la complexité de leurs relations modernes, cette exploration va offrir un raccourci précieux. On va parler de pédagogie, de résilience. Oui, mais pour commencer, plongeons directement dans le premier chapitre. Il y a une relecture de l'histoire d'Adam, Ève et du serpent qui est brillante d'un point de vue comportemental. C'est un classique, mais revu sous un angle très particulier ici. Voilà. Le texte nous explique que l'instruction initiale était claire et simple, ne pas manger du fruit de l'arbre. Une seule règle. Mais Adam, au moment de transmettre cette règle à Ève, décide de faire du zèle. Il ajoute une barrière de protection en affirmant qu'il ne faut ni le manger ni même le toucher. Ce qui est fascinant ici, c'est la mécanique psychologique que le texte met en lumière. Le besoin de surprotéger, en fait. C'est ça. Le concept hébraïque utilisé, c'est celui du siyag. Ça signifie une haie, une clôture de protection qu'on met autour de la règle principale. Adam pense vraiment bien faire. Sauf que ça se retourne contre lui. Totalement. Et le texte introduit le serpent non pas comme un monstre mythologique, mais vraiment comme la personnification de la ruse, ou disons de l'audit de nos propres failles logiques. Un auditeur très agressif, pour le coup. Oui. Le serpent observe cette règle exagérée, cette clôture, et décide d'exploiter la vulnérabilité créée par Adam. Qu'est-ce qu'il fait? Il pousse physiquement Ève contre l'arbre. Et évidemment, comme l'interdiction de toucher n'était qu'une pure invention d'Adam, Ève touche l'arbre et constate qu'elle ne meurt pas. Exactement. Face à cette absence de conséquences, la conclusion logique d'Ève est immédiate. Elle se dit que tout est faux. Voilà. Si la règle sur le toucher est une supercherie, alors la règle entière, y compris l'interdiction de manger, doit être fausse. Tout s'écroule. L'édifice normatif s'effondre d'un seul coup et elle consomme le fruit. Mais attendez, je vais me faire l'avocat du diable un instant. Est-ce que rajouter une marge de sécurité n'est pas parfois fondamentalement nécessaire? Dans quel sens? Je sais pas, dans l'ingénierie, dans l'aviation ou même la finance, on ajoute toujours des marges d'erreur pour éviter la catastrophe. Pourquoi est-ce que ce principe, qui est vital en physique, échoue si lamentablement ici d'un point de vue psychologique? Ah, c'est une excellente objection. Mais la différence fondamentale réside dans l'objet que l'on tente de réguler. C'est-à-dire? En ingénierie, on gère des forces statiques, des choses prévisibles comme du métal, la gravité. Ici, on gère le comportement humain. Et l'humain est beaucoup moins prévisible. L'être humain est littéralement programmé pour tester les limites de son environnement. Quand on impose une règle excessive, comme une surréglementation dans une entreprise par exemple, on crée une limite artificielle. Et si on la franchit sans danger? C'est la crédibilité de l'autorité émettrice qui est détruite. Le texte nous livre ici une critique acerbe du micromanagement. C'est très vrai ça. Si l'on ajoute aux paroles que l'on a entendues, on fragilise le noyau même de ce que l'on veut protéger. Une règle qui ne peut pas être justifiée par ses conséquences réelles, c'est une invitation à la transgression. C'est une perspective redoutable pour quiconque rédige des politiques d'entreprise ou même pour l'éducation des enfants. La surprotection détruit l'autorité, c'est limpide. Ça illustre parfaitement les dangers de vouloir trop encadrer. Et en parlant de comportements humains complexes, abordons un autre point majeur de nos sources.
C'est là que ça devient vraiment intéressant. Sur quel aspect? Parce qu'on touche à la notion de patience. Mais pas à la patience passive, du genre on subit. Plutôt une patience conçue comme une arme stratégique. Ah oui, le chapitre 15. Voilà. Il met en scène deux figures immenses, Hillel et Chamaï. Et l'anecdote concernant Hillel frôle la comédie pure. Il faut vraiment s'imaginer la scène. Un homme fait le pari de faire perdre patience à Hillel. Pour une somme astronomique en plus. Oui, 400 oséides. C'est une véritable fortune, l'équivalent de plusieurs années de salaire à l'époque. Et le choix du moment par cet homme n'est absolument pas laissé au hasard. C'est un élément clé de l'attention du récit. Complètement, il choisit le vendredi après-midi, à l'approche imminente du jour de repos, Le moment de la semaine où le stress est à son comble. où tout le monde court pour terminer ses préparatifs. Exactement. Hillel est d'ailleurs en train de se laver les cheveux. Et là, cet homme se plante devant sa porte et se met à hurler pour l'appeler. Sans même utiliser de titre honorifique, rien. Une provocation pure et simple. Hillel s'interrompt, s'enveloppe dans un manteau pour se présenter dignement et sort. Et là, l'homme lui pose la question la plus absurde possible dans ce contexte. Il lui demande « Pourquoi les Babyloniens ont-ils des têtes allongées ?» Au lieu de le renvoyer balader, Hillel répond. Avec la plus grande douceur. Il explique que c'est lié au fait qu'ils n'ont pas de sage-femme habile. La provocation est évidente. L'homme cherche l'étincelle qui fera exploser la courtoisie légendaire du sage. Et il insiste. Il attend qu'Hillel retourne se laver, puis recommence à hurler. Hillel ressort, toujours aussi calmement. La deuxième question est « Pourquoi les Africains ont-ils les pieds larges ?» Toujours le même flegme. Encore une fois, Hillel loue la pertinence de la question et donne une explication environnementale, arguant qu'ils vivent dans des régions marécageuses. L'homme fait ça plusieurs fois, jusqu'à épuiser ses propres questions. Et c'est là que la situation s'inverse. Frustré de voir qu'il n'arrive pas à l'énerver, l'homme finit par craquer lui-même. Il entre dans une colère noire, il accuse Hillel de lui avoir fait perdre ses 400 uses. Et la réponse de Hillel est magistrale. Il lui dit qu'il vaut mieux qu'il perde 400 uses et même 400 autres plutôt que de voir Hillel perdre sa patience. Cette maîtrise de soi est spectaculaire, mais l'enseignement pédagogique prend toute sa profondeur quand le texte met cette anecdote en contraste direct avec l'approche de Chamaï. Son strict contemporain. Exactement. La vote de Rabbi Nathan relate l'histoire d'un individu qui se présente devant Chamaï avec une demande ouvertement provocatrice. Il exige qu'on lui enseigne l'intégralité de la Torah, le temps qu'il puisse se tenir sur un seul pied. Ce qui est objectivement une insulte au temps et à la complexité de l'étude. Tout à fait. Et la réaction de Chamaï est très humaine, au fond. Il le chasse violemment, en le frappant avec une règle de bâtisseur qu'il tenait à la main. C'est un détail frappant, cette règle. Ce détail est lourd de sens. Pour Chamaï, le savoir est une architecture rigide, sacrée. On ne la modifie pas pour accommoder l'étudiant. C'est l'étudiant qui doit se plier aux exigences de l'édifice. Et si l'étudiant est impertinent, il est rejeté. Voilà. Or, ce même individu se rend ensuite chez Hillel, avec la même requête absurde. Et Hillel l'accepte. Il lui formule la fameuse règle d'or universelle. Ce que tu détestes, ne le fais pas à autrui. C'est là toute la loi. Le reste n'est que commentaire. Va et étudie. Mais est-ce qu'on ne pourrait pas accuser Hillel d'être un peu trop conciliant en acceptant de répondre à des questions ridicules un vendredi après-midi ou en résumant une somme de lois si complexe en une seule phrase pour satisfaire un provocateur? Ne risque-t-il pas de dévaluer la rigueur du savoir lui-même? Si l'on relie ça à une vision plus globale de la transmission, on réalise que ce n'est pas de la faiblesse, c'est de la haute stratégie. D'accord. Hillel comprend que l'apprentissage est un processus dynamique. Il adapte la forme du savoir au contenant de l'apprenant. La patience d'Hillel est un outil d'inclusion. Il le prend là où il est. En rencontrant l'autre exactement là où il se trouve, même si cet autre se tient métaphoriquement ou littéralement sur un seul pied, il désamorce l'hostilité. Et il crée une brèche par laquelle la véritable éducation peut commencer. C'est le passage d'une pédagogie de la soumission à une pédagogie de l'engagement. C'est un renversement de perspective vraiment puissant. Le savoir n'est plus un temple dans lequel on doit prouver qu'on a le droit d'entrer, mais une eau qui s'adapte à la forme du récipient. Une très belle analogie. Ce qui nous amène de manière très fluide à un autre chapitre majeur de nos sources, un chapitre qui traite des angoisses liées à l'apprentissage. Aujourd'hui, on entend constamment des réflexions du type « je suis trop vieux pour me reconvertir » ou « mon cerveau n'imprime plus comme avant ».
Le fameux mythe de l'âge limite pour apprendre. Le chapitre 6 s'attaque frontalement à cette idée à travers la figure de Rabbi Akiva. Nous parlons d'un homme qui, à 40 ans, était berger et totalement analphabète. Ses mains connaissaient la terre et la laine, mais son esprit n'avait jamais été confronté à la moindre abstraction intellectuelle. Et le déclic ne vient pas d'une révélation mystique, mais d'une pure observation de la physique naturelle. L'histoire raconte qu'Akiva observe une pierre massive près d'un puits profondément creusé en son centre. Il demande qui a pu tailler une pierre aussi dure. Et on lui fait remarquer que ce ne sont que des gouttes d'eau, tombant inlassablement, jour après jour. Akiva déploie alors un raisonnement d'une logique implacable. Il constate que l'eau est par nature douce et fluide, tandis que la pierre est dure et impénétrable. Si la douceur de l'eau, par la seule force de la constance, parvient à sculpter la dureté de la pierre, Alors la connaissance, qui possède la densité du fer, peut assurément pénétrer son esprit, qui n'est après tout que de la chair humaine. c'est fascinant cette logique matérielle appliquée à l'esprit. C'est une métaphore d'une poésie rare. Mais ce qui est remarquable, c'est que le texte ne s'arrête pas à cet élan d'optimisme. Il y a une véritable théorie de la plasticité cérébrale avant l'heure dans ces pages. Vraiment intéressant. Oui, au chapitre 24, nos sources nuancent l'expérience de l'apprentissage selon l'âge, avec des analogies très matérielles. Apprendre dans sa jeunesse est comparé au fait d'écrire sur du parchemin vierge ou du papier neuf. L'encre est absorbée immédiatement, la trace est nette et indélébile. Et pour les adultes, Apprendre dans la vieillesse est comparé à l'écriture sur un palimpseste. un palimpseste, c'est un papier dont on a effacé les textes précédents, c'est ça. Parfaitement. Donc ça veut dire qu'il faut lutter contre les traces de l'encre ancienne, contre les habitudes cognitives déjà ancrées. Le texte admet que c'est objectivement plus laborieux. C'est ça. Les sages ne vendaient pas de la pensée magique. Ils reconnaissaient que la mécanique cognitive ralentit, que désapprendre pour réapprendre est une friction douloureuse. Ce n'est pas immédiat. Non mais la conclusion tirée de la vie d'Akiva, c'est que la méthode change. On passe d'une absorption instantanée dans la jeunesse à une érosion structurelle dans l'âge adulte. L'eau ne pénètre pas la pierre d'un coup, elle la creuse par le volume de la répétition. La persévérance remplace la plasticité. La persévérance devient le substitut de la plasticité neuronale perdue. Exactement. C'est une validation très forte pour quiconque entreprend des études tardives. L'effort supplémentaire ressenti n'est pas un signe d'échec, c'est simplement la nature du palimpseste. C'est rassurant. Très rassurant. Mais poussons la notion de résilience encore plus loin. Nos documents ne parlent pas seulement de reconstruire un esprit individuel, ils parlent aussi de la survie d'une société entière. C'est l'échelle au-dessus. Et là, nous avons au chapitre 4 un récit haletant, digne d'un thriller politique. Le contexte historique est d'une noirceur absolue. Nous sommes au 1er siècle, Jérusalem est encerclée par les légions romaines de Vespasien. Un siège terrible. À l'intérieur de la ville, c'est la guerre civile. Des factions fanatiques ont même brûlé les réserves de nourriture pour forcer la population à combattre jusqu'à la mort. C'est l'archétype d'un effondrement total. L'infrastructure, la politique et la religion de ce peuple sont sur le point d'être anéantis. Au cœur de ce chaos, un leader intellectuel, Yohanan ben Zakkai, analyse la situation avec une lucidité glaçante. Il comprend que les murs de la ville vont tomber. S'obstiner à défendre la pierre, c'est condamner la culture à disparaître avec elle. Une prise de conscience radicale. Il conçoit alors une ruse d'une dangerosité inouïe. Les gardes fanatiques aux portes de la ville tuent quiconque tente de sortir. Yohanan feint donc d'être mortellement malade, puis de mourir. Pour passer les portes. Ses disciples, Éliézer et Josué, le placent dans un cercueil. Et il faut s'imaginer la tension. Ils transportent ce cercueil jusqu'aux portes. Les gardes veulent poignarder le corps pour s'assurer du décès. Ce qui aurait signé sa fin. Mais les disciples plaident le respect dû au maître pour éviter la profanation. Ils réussissent à passer. Une fois dans le camp romain, Yohanan sort du cercueil, s'avance vers le général Vespasien et négocie. Et le contenu de cette négociation est peut-être le mouvement stratégique le plus important de l'histoire de cette culture. Exactement. Il ne demande pas que Jérusalem soit épargnée, il sait que c'est irréaliste. Totalement perdu d'avance. Il demande la sauvegarde d'un lieu d'étude. Une modeste ville appelée Yavne et la vie de quelques érudits. Alors, qu'est-ce que tout cela signifie au-delà de l'anecdote historique ? Cela soulève une question importante. Comment concevoir la survie quand le centre de gravité de notre identité est détruit ? C'était le temple à l'époque.
Yohanan Ben Zakkai accomplit ici le passage d'une culture matérielle, basée sur une localisation géographique et un édifice architectural, à une culture immatérielle, intellectuelle et portable. La vote de Rabbi Nathan raconte que lorsque le temple fut finalement détruit, les disciples de Yohanan furent saisis de désespoir. On peut le comprendre. Ce temple était le seul lieu valide pour les sacrifices, qui était la seule méthode connue pour expier les fautes. Sans lui, le système entier de croyances semblait caduque. C'est comme perdre le système d'exploitation de toute une civilisation. Il n'y a plus de protocole pour interagir avec le divin ou trouver le pardon. C'est là que le génie conceptuel de Yohanan intervient. Il opère une mise à jour radicale du système d'exploitation. Il dit à ses disciples de ne pas pleurer, car il existe une autre forme de réparation équivalente. Laquelle? Il s'appuie sur des principes anciens pour déclarer que les actes de bonté et de compassion, les génim chassadim, remplacent désormais les rituels sacrificiels. Il décentralise la pratique. C'est une révolution. Ce qui nécessitait auparavant un pèlerinage physique, des autels et un clergé peut désormais être accompli par n'importe qui, n'importe où, à travers le simple comportement éthique envers son prochain et l'étude des textes. La culture devient un logiciel plutôt qu'un matériel. On peut l'installer dans n'importe quel esprit et elle devient indestructible face aux armées. C'est une belle façon de le formuler. Fuir dans ce cercueil, ce n'était pas capituler. C'était organiser les funérailles symboliques d'un système dépendant de la géographie pour faire naître un système basé sur la portabilité des idées. C'est le modèle ultime d'adaptation face au chaos structurel. Absolument. Et cela nécessite un courage immense de la part d'un dirigeant. Accepter de laisser mourir ce qui ne peut plus être sauvé pour préserver le code source de l'avenir. C'est brillant. C'est une leçon d'une pertinence absolue pour toutes les organisations ou les individus qui font face à des disruptions technologiques ou sociétales majeures aujourd'hui. S'accrocher aux vieux murs, c'est périr avec eux. En rassemblant tous les éléments que nous venons de décortiquer, l'ampleur de la sagesse contenue dans ces pages est vraiment vertigineuse. On est bien loin du simple traité antique. Nous avons commencé par comprendre, avec l'erreur d'Adam face au serpent, que la surréglementation et les limites exagérées ne protègent pas l'autorité, elles la détruisent de l'intérieur. Le fameux danger du micromanagement. Nous avons ensuite vu, à travers le contraste saisissant entre Hillel et Shammai, que la véritable puissance pédagogique ne réside pas dans la rigidité du bâtisseur, mais dans l'élasticité et l'inclusion, en acceptant de rencontrer l'autre là où il se trouve. Une patience stratégique et bienveillante. Nous avons déconstruit le mythe de l'âge grâce à la pierre creusée de Rabbi Akiva, comprenant que si l'esprit adulte ressemble à un parchemin difficile à gratter, la persévérance inlassable finit toujours par vaincre la résistance de la matière. L'eau qui sculpte la pierre. Et nous venons de voir, avec l'évasion en cercueil de Yohanan Ben Zakkai, comment redéfinir son propre paradigme et rendre son identité portable quand le monde s'écroule autour de soi. Pour clôturer notre réflexion, je souhaite attirer l'attention sur un dernier passage, issu du chapitre 31. Que nous n'avons pas encore évoqué ? Non, mais qui donne une dimension nouvelle à tout ce dont nous venons de parler. Le texte propose une vision cosmologique fascinante. Il affirme catégoriquement que l'être humain n'est pas simplement une parcelle de l'univers, mais qu'il est littéralement un microcosme exact de la création tout entière. Un univers en miniature. Les auteurs s'amusent à dresser un parallèle anatomique minutieux. Ils expliquent que les immenses forêts de la Terre trouvent leur pendant dans la chevelure humaine, que la figure d'un roi dirigeant un pays correspond à la tête gouvernant le corps, ou encore que les grands fleuves et les rivières qui parcourent les continents ne sont autres que les larmes et les fluides qui circulent en l'homme. C'est une image magnifique. La provocation intellectuelle laissée à notre méditation est vertigineuse. Si chaque être humain abrite réellement l'architecture et la complexité d'un univers entier, alors toutes nos interactions prennent une échelle différente. Les enjeux ne sont plus les mêmes. Faire preuve de la patience d'Hillel face à un seul individu contrariant ou aider un esprit fatigué à apprendre une nouvelle notion comme Akiva, ce n'est plus seulement une question de bonne conduite sociale. C'est, au sens propre, entretenir, sauvegarder et façonner tout un univers en expansion. C'est une perspective qui change radicalement la valeur de nos actes au quotidien. Un simple échange devient une question d'équilibre cosmique. Voilà qui offre de la matière pour nourrir les réflexions bien après cette analyse. J'espère que cela incitera à voir nos interactions autrement. Un immense merci d'avoir apporté un éclairage aussi pointu et nuancé sur ces mécanismes psychologiques anciens.
Pour les auditeurs qui s'intéressent à l'art de vivre et de durer, ces textes prouvent que les clés de la résilience humaine n'ont pas pris une ride en 2 millénaires. Il ne reste plus qu'à observer, à essayer de ne pas rajouter de limites inutiles autour de l'arbre et à laisser l'eau creuser doucement la pierre. À très bientôt pour poursuivre nos analyses.